dormitorium. Et puis Comment ça va? Si je dormitorium, chocolat. chocolat. Ah, sérieux? Hein? Le cheval, tu lui redonnes pas? En 1958, avec le décollage d'une caravelle d'Air France, mes parents avaient décidé que nous quittions le Maroc à jamais pour émigrer au Canada. En quelques minutes, nous abandonnions derrière nous 2000 ans d'histoire. Enfin, on avait su poser les questions du pourquoi de ce départ. 26 ans plus tard, adulte, cinéaste, je décidai de retourner dans mon pays d'origine, à la recherche de ses terres, à la recherche de ses ancêtres, à la recherche du temps perdu. Dès 642, avec le Coran comme seul étendard, les musulmans vont porter la parole du prophète aux confins des continents, ne s'arrêtant en Afrique qu'aux rives de l'Atlantique. Après les occupations phéniciennes, romaines et vandales, seul l'islam sunnite, à la fois orthodoxe et tolérant, trouvera écho chez les populations berbères, premiers habitants de ce Maghreb el-Aqsa, pays de l'extrême Occident. Ayant grandi dans un Maroc colonisé, on ne m'a jamais enseigné l'histoire de mon pays. J'ai dû me la fabriquer à partir de faits glanés à droite et à gauche, un amalgame de légendes, de fantasmes, d'images et de préjugés. Ce que plus tard que j'appris et compris la complexité dans laquelle mon pays devait être. ونشهد أنه الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له عبده ورسوله المبرور صلى الله حي على الصلاة. Né le 9 juillet 1929, le fils aîné du sultan Sidi Mohamed portera le nom de son illustre aïeul. Moulay El Hassan, 35e descendant du prophète, sera élevé et éduqué pour exercer le métier de roi. Le fils aîné du sultan, Hassan, était souvent montré en photo sur les premières pages de nos journaux. Enfant modèle pour nos parents, il nous est souvent cité en exemple. Si l'on connaissait Sidi Mohamed, père, la mère de Hassan était tenue à l'écart de nos yeux. Nos imaginations voguaient alors sur une interprétation spirituelle. Sidi Mohamed recevait ses enfants directement de Dieu. Ou celle plus précoce de nos fantasmes, le roi possédait un harem et ses enfants étaient aussi nombreux que ses femmes. Ce n'est que plus tard que je compris l'une des plus grandes subtilités qui permit aux dynasties de faire l'unité du Maroc. Afin de lier éternellement berbères et arabes, le roi devait épouser dans l'anonymat une femme du peuple, d'origine berbère, qui lui donnerait ses héritiers. Cette tradition, vieille de 12 siècles, se perpétue encore aujourd'hui. Lorsque mes parents nous amenaient en vacances à Marrakech, l'habitude voulait qu'attablé à la terrasse d'un café, j'attendais impatiemment qu'apparaissent les saltimbanques.
Bouche bée d'admiration derrière mon Coca-Cola, je regardais ces amuseurs publics, convaincus qu'ils étaient des magiciens venus d'un autre monde. 30 ans plus tard, comme pour leur signifier ma complicité d'antan, je retournais les voir pour partager avec eux un bout de leur sort quotidien. Composant 60% de la population marocaine, les Berbères sont ici chez eux. Fiers, têtus, indépendants, ils ont su donner à Marrakech le visage de leur âme. Côtoyant aujourd'hui cette foule mouvante, véritable fourmilière humaine, je retrouve les mêmes sentiments. Une euphorie unique que cette place toujours provoquait en moi. Le sens d'appartenir, d'être un avec tous. Mon cousin qui habitait Marrakech décida un jour pour m'épater de se déguiser en Gnawa. Après une maigre journée où nous avions ramassé à peine quelques francs, on alla à Jama El Fna afin de mieux étudier l'art des jeunes Gnawa. Humilié mais en extase devant tant de talent, on ne put s'empêcher de remettre au Gnawa, en guise de don, notre recette de la journée. Ces quelques sous, 30 ans plus tard, cet autre Gnawa ressemblant à celui de mon enfance, les quémande. Et c'est de cela que les siens vivront ce soir. Mais est-ce le bruit, les odeurs, la pauvreté, la promiscuité? Montréal, avec ses rues calmes et enneigées, me semble si loin d'ici. Alors que me confronte sans pudeur, à cœur ouvert, cette cour des miracles, miroir du Maroc aujourd'hui. Fès, enchâssé dans ses remparts, ne se livre pas dès l'abord. Dans ce décor moyenâgeux, bruit, parfum, mouvements et couleurs s'entremêlent pour créer une douce ivresse. Fès, c'est une ville européenne qui a traversé le continent. C'est l'Andalousie en Afrique. En 818, 10 000 familles musulmanes, chassées de Cordoue puis de Kérouan, sont installées pour donner naissance à ce qui deviendra le cœur religieux, spirituel et culturel du royaume chérifien. C'est encore sur cette place séraphine que travaillent toujours tauliers, artisans, ferblantiers qui, de père en fils, perpétuent la tradition de l'art hispano-arabe. Je me souviens, mon père m'amenant un jour à Fès, l'arrière-boutique d'un de ses camarades. Il me confronta avec l'idée d'être soit bijoutier comme son ami, ou tailleur comme lui. Je lui dis que je préférais être photographe. J'en fus quitte pour une bonne gifle. Photographe, ce n'était pas un métier d'artisan, c'était du charlatanisme moderne. Messieurs, dames, vous êtes dans le quartier des tannages le plus grand à Fès. C'est le métier le plus dur, le plus dur. Depuis la déposition de Sidi Mohamed, le Maroc était devenu un brasier ardent. L'escalade avait transformé le pays en un champ de bataille miné. La guerre d'usure était bel et bien engagée. Alors que la France exhibait les épouvantails du bolchevisme et du communisme, le peuple répondait par un seul slogan: Istiklal, indépendance.
des peintures et de la chaux, une semaine, 2, 3, jusqu'à 1 mois. Et puis on enlève les pots pour gratter et on mettra les mortiers, les pains. De là-haut, c'est plus joli. Hein? Combien de fois dans les shops de tailleurs de mon père, ai-je été le témoin silencieux de ces Français qui, se faisant faire un costume, clamaient tout haut, avec arrogance, l'indépendance ne se ferait jamais, et que tous ces ratons, ces bougnoules et ces bicots seront bientôt matés comme des chiens. Aujourd'hui, face à cette France métamorphosée en touriste docile, le souvenir doux amer de cette époque pas si lointaine persiste. Mais le temps me joue des tours. Comment s'expliquer le lot actuel de ces tanneurs, trop jeunes pour avoir connu le protectorat? Leur condition est aussi dure à supporter que c'est l'époque où l'on pouvait accuser le colonisateur d'être la source de tous nos maux. Ces images exactes, je me souviens les avoir vues sur l'écran du cinéma Apollo où je passais mes dimanches après-midi. Devant des spectateurs sceptiques et muets, la voix du commentateur clamait que la nation protectrice avait décidé que nous aurions un autre sultan et que son nom était Mohamed Ben Arafat. De descendance berbère ou fuyant l'inquisition espagnole, l'histoire du Maroc ne saurait être racontée sans parler de ses citoyens d'origine juive. Marocains à part entière, la France, en leur offrant l'émancipation, s'assurera de les éloigner de leurs frères musulmans. Forts de 250 000 âmes, ils ne sont plus aujourd'hui que 12 000. Pourtant, personne, ni eux ni les Arabes, ne semble avoir souhaité leur départ vers Israël, la France ou le Canada. Leur exode est sans doute le résultat des effets convergents de la montée du nationalisme arabe et de la création de l'État d'Israël. Ils sont en pays musulman, vitrine, la seule au monde, du rêve d'une coexistence judéo-arabe. Si le rassemblement est strictement interdit pour les musulmans marocains, la mosquée fut vite un lieu privilégié de rencontre. L'Européen ne pouvait pénétrer en ces lieux sans profaner. Alors, très vite, les mosquées du royaume devinrent les lieux privilégiés pour fomenter la lutte insurrectionnelle contre l'oppresseur. Le 11 septembre 1953, alors que le nouveau sultan Arafat sera à la mosquée pour prier, il est attaqué par un jeune nationaliste fougueux. Manquant de justesse l'assassinat, le geste d'Allah Ben Abdallah allait déclencher chez le peuple, même non politisé, une fureur trop longtemps réprimée. Le mot d'ordre était lancé.